Ok. Alors, donc, je pense que l'enregistrement est donc commencé. Et puis, nous avons effectivement cette présentation préparée. C'est le concours, effectivement, de trois structures qui sont donc les acteurs, en tout cas, de ce projet Léopard. C'est le centre de test de système solaire photovoltaïque pour laquelle il y a moi, il y a Babacar, effectivement, qui est là aussi présent et qui va s'occuper de prendre donc, les questions en fait, qui vont être envoyées. Nous avons aussi Ares, en fait, qui est notre partenaire technique, qui a participé un peu dans la mise en place, en tout cas, tout ce qui est dimensionnement et installation aussi, donc, du mini-grid qui a été installé au niveau de Songhai. Et donc, ils nous ont gratifié donc, de certaines slides extrêmement importantes pour parler effectivement sur la pratique, disons, de l'installation de ces mini-grids de manière générale, mais aussi parler un peu du cas qui nous réunit un peu, qui est le cas donc, de Songhai. Et puis, nous avons aussi l'école EPAC, qui est en fait une école d'ingénieurs basée à Cotonou, effectivement, dont vous avez en fait eu Alain qui a en fait présenté ces deux webinaires sur tout ce qui est dimensionnement donc, des systèmes solaires photovoltaïques, et puis aussi le concours du professeur Fifantin aussi qui est dans l'équipe de projet, qui dirige effectivement l'équipe qui est en relation. Alors, aujourd'hui, en fait, on va donc parler donc, de mise en œuvre donc, des installations de mini-grids. C'est-à-dire que dans les deux webinaires, ou en tout cas les 4 webinaires que vous avez en fait suivis, nous avons parlé en fait beaucoup de tout ce qui est présentation des mini-grids. Donc, vous savez maintenant c'est quoi les mini-grids avec les différents types donc, de mini-grids qui existent, hein, les sources d'énergie, tout ce qui est en tout cas la partie donc, on appelle ça génération donc d'énergie à partir donc des panneaux solaires photovoltaïques. Nous avons aussi parlé des onduleurs, nous avons parlé des batteries, mais surtout nous avons aussi insisté beaucoup sur comment tout cela est en fait dimensionné en mettant en face la demande et puis le potentiel donc de sources d'énergie renouvelables. Ce dernier webinaire aussi nous ont permis donc d'avoir l'ensemble des outils et des capacités qui sont là pour parler de dimensionnement technique, dimensionnement manuel, mais aussi parler de tout ce qui est effectivement optimisation à partir de certains logiciels comme euh, qui a été dimensionné dans le cadre de ce projet avec donc nos partenaires de ARES. Alors aujourd'hui, en tout cas, on va s'intéresser maintenant à ce qu'on appelle la mise en œuvre des installations solaires photovoltaïques. Et quand on parle de mise en œuvre, c'est vraiment l'ensemble des étapes que, en fait, on doit suivre après avoir en fait identifié votre site, après avoir évalué la demande, après avoir dimensionné pour avoir ce qu'on appelle la solution technique. Quelles sont les différentes étapes qui nous permettent de mettre en œuvre? Et donc, quand on parle de mise en œuvre, on va au-delà de seulement faire une installation sur le photovoltaïque, mais on va aller maintenant sur toutes les étapes donc, de la mise en œuvre. Alors, pour cela, donc, les étapes de la mise en œuvre donc, des installations de mini-grid, il faut savoir que nous avons grosso modo 3 grandes étapes en fait, quand vous installez vos mini-grids. Vous avez d'abord une première étape qu'on appelle l'étape d'approvisionnement, parce que nous avons sur le papier, en fait, la centrale sur sa version solaire ou bien solaire, en fait, ou éolienne ou bien un système grid. Nous savons en tout cas qu'est-ce qu'il faut installer comme solution technique, mais maintenant, il va falloir maintenant aller nous approvisionner pour pouvoir commencer un peu à réunir l'ensemble des éléments qui nous permettront de pouvoir installer et mettre en service nos listes. Donc, c'est d'abord l'approvisionnement. Alors, l'approvisionnement, vous le savez, on va avoir des modèles d'approvisionnement. On a ce qu'on appelle aussi des types de contrats qu'on va mettre en place qui nous permettent de pouvoir contacter avec, en fait, celui ou en tout cas l'entreprise qui va installer. Il y a tout un élément lié à ce qu'on appelle l'approvisionnement des équipements, parce que souvent, c'est des équipements qui ne sont pas créés, fabriqués donc, au niveau qu'on appelle ça, disons, de nos pays. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va donc on appelle ça, commander de l'extérieur. Et donc, il y a tout cela qu'il faudrait un peu discuter. Il faut les transporter. Souvent, dans les délais effectivement de réalisation, à un moment, on a besoin de les stocker.
quand les équipements rentrent dans ce qu'on appelle nos pays, il y a ces éléments qui sont parfois oubliés, mais qui sont très importants parce que ça joue sur effectivement le coût du projet, ça joue en tout cas sur pas mal de choses. C'est un peu tout ce qui est transport et stockage, tout ce qui est taxes, tout ce qui est douane, tout ce qui est donc droit, sont des éléments effectivement sur lesquels on parle. Ensuite, on a donc le code des métiers, en tout cas, de cette partie, c'est l'installation. Quelles sont les activités d'installation, les permis et les licences, parce que ça aussi, c'est extrêmement important, parce que quand on parle de mini-grid, on n'est plus sur une petite installation qui est au-dessus de la maison, mais on est sur une installation où vraiment, il y a tout en fait, l'ensemble, disons, de respect selon effectivement les éléments juridiques, en tout cas, qui sont mis en place généralement dans ce qu'on appelle les contrats cadres, en tout cas, tout ce qui est élément mis par le pays sur les permis et les autorisations en termes, disons, d'installation. Il y a aussi toute la partie préparation du chantier, parce que quand vous venez travailler, en tout cas sur des mini-grids, généralement, c'est des endroits où il n'y a pas eu effectivement d'installation, c'est des villages où il va falloir effectivement préparer les chantiers, il faut faire toutes les procédures liées à l'installation du système, il faut aussi voir les meilleures pratiques qu'il faut en fait avoir. L'aspect normes et réglementation revient, mais on y reparlera donc de manière détaillée dans le webinaire qui vient sur la partie maintenance. Et il y a un certain nombre, en tout cas, d'autres considérations importantes. On essaiera, en tout cas, de pouvoir parcourir un peu les étapes de cette mise en œuvre, donc d'installation de ces mini-grids. Alors, dans ces étapes de mise en œuvre de l'installation de mini-grids, il faut savoir effectivement l'approvisionnement, l'installation et la mise en service sont généralement régis par les lois nationales et internationales, par les préparants des investisseurs. C'est eux généralement un peu qui fixent en fait les lois du jeu parce que il faut savoir que pour les mini-grids, généralement, si vous prenez sur une échelle de 100, presque plus de 80% donc, de ces mini-grids, il faut savoir que ce sont des mini-grids qui sont à la limite des dons, en tout cas, où il y a effectivement des investisseurs qui mettent, disons, de l'argent sur la table, parce que c'est encore des systèmes qui sont non rentables et on ne peut pas pratiquer ce qu'on appelle la réalité des prix. Et dès l'instant qu'il y a des investisseurs qui mettent de l'argent, ils ont effectivement leur mot à dire. Et donc, il faut savoir que cet aspect approvisionnement, il y a, disons, des investisseurs. Le rôle aussi le plus critique pour les développeurs donc dans la phase de mise en œuvre est l'assurance qualité. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. De plus en plus, les pays, en tout cas, regardent un peu ces éléments-là. Je peux vous donner effectivement le cas du Sénégal que je connais mieux. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, si vous prenez des mini-grids, que vous prenez effectivement des installations de système avec bien, nous avons effectivement dans le nouveau code de l'électricité des décrets et des lois qui sont là, mis en place, pour lesquels mais vous devez effectivement, quand vous amenez du matériel, passer par des centres de test, bien passer par une réglementation qui est l'Association sénégalaise de métrologie, où on vous demande un certain nombre d'éléments liés à l'assurance qualité, surtout par rapport à donc, la qualité des équipements. Et donc, tout ça, ça nous permet de garantir que les objectifs du projet sont atteints. Alors, les développeurs aussi peuvent entreprendre ces activités par eux-mêmes ou les sous-traiter parce que parfois, nous sommes, disons, développeurs de systèmes, mais nous ne sommes pas, disons, la partie ou en tout cas l'entreprise qui exécute. Et on le voit souvent, hein, que ce soit pour les grandes centrales aussi et pour, disons, les mini-grids, nous avons effectivement des cas d'externalisation. Par contre, il faut conserver la supervision et la gestion du processus, en tout cas de la part de ceux qui sont responsables des projets, pour bien effectivement suivre. Donc, grosso modo, on va dire que l'approvisionnement, c'est le processus d'achat des équipements et des services techniques auprès des sociétés. L'installation, c'est le processus de construction d'un mini-grid avec tous les matériaux et les services achetés. Et puis, la mise en service et le processus donc, de test d'un système de mini-grid pour vérifier qu'il fonctionne conformément à la conception et aux spécifications. Donc, voilà un peu grosso modo les trois étapes qui vont rythmer effectivement la mise en œuvre donc, du système photovoltaïque, particulièrement les mini-grids qui nous concernent. C'est d'abord l'approvisionnement, ensuite l'installation et tous les processus qui vont avec, et puis en fait, en dernier lieu, la mise en service qui est extrêmement importante parce que c'est elle en fait qui va donner le cutis nécessaire comme quoi on a fait le travail comme il se doit et nous pouvons effectivement lancer le système. Alors, quand on parle maintenant de cet approvisionnement, on dit qu'il y a deux modèles d'approvisionnement que les développeurs peuvent utiliser. On peut passer par ce qu'on appelle des appels à d'offres pour les composants individuels du mini-grid
le développeur installe et met en service le système lui-même. Ça, c'est un cas d'espèce où nous avons effectivement le développeur qui est responsable de l'installation et puis qui met en place le système. Nous avons aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des pour une solution clé en main. Où l'entrepreneur en ingénierie qui travaille sur l'approvisionnement et fait la construction, ce qu'on appelle EPC, et donc c'est lui qui va livrer le projet entièrement clé en main. Donc on a ces deux cas où la personne, disons, si on est dans un modèle EPC, il fait tout le travail, il fait clé en main, ou bien nous avons quelqu'un qui va, en tout cas, faire des appels à d'offres avec plusieurs entreprises qui va solliciter au niveau donc, de différents pays et il va maintenant collecter tous les éléments et ça peut être différent de la personne donc, qui va installer le système. Alors, quand on est effectivement dans le cas des contrats épiques, l'entrepreneur va s'engager par le biais de son contrat à livrer l'installation achevée. Donc, ceci est conforme aux spécifications de garantie, à un prix garanti et aussi à une date garantie. Donc, c'est un contrat qui va en tout cas lier le maître d'ouvrage et l'entreprise qui s'engage à faire clé à main un peu ce système. Alors, plus cher, mais transfère les risques et les coûts d'embauche d'un personnel d'installation et de gestion sur site à l'entrepreneur. Donc, généralement, effectivement, si vous faites recours à cet élément, il faut savoir que vous payez beaucoup plus cher. Mais vous allez effectivement avoir beaucoup plus de garanties parce que pas mal de choses qui font mal à la tête, ce n'est plus de votre sort. C'est celui qui vous a engagé qui est effectivement responsable de ça. C'est lui qui doit embaucher du personnel d'installation, celui qui va gérer un peu tout le site. En tout cas, clé à main, il est là. Alors, maintenant, pour ce type de contrat, ici, en fait, on liste juste, en tout cas, un certain nombre de contrôles qui sont faits dans les contrats APC. D'abord, il faudrait définir l'étendue des travaux. Il faut que ce soit très clair entre le maître d'ouvrage et l'entreprise qui est, en tout cas, contractée pour faire le boulot. Nous avons aussi ce qu'on appelle le calendrier des jalonnements de paiement. Nous avons la fourniture de la période de garantie des défauts. Nous avons l'accord de test de performance. Nous avons effectivement les dispositions pour obtenir des dommages et intérêts. Et nous avons enfin ce qu'on appelle les contrôles qualité. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut effectivement mettre en place. Et c'est ça qui va garantir au maître d'ouvrage que justement, en tout cas, l'entreprise qui a été contractée, dans ce type de contrat qu'on appelle de contrat clé à main EPC, si vous voulez, que le travail est bien fait. Donc, voilà encore un certain nombre d'éléments qu'il faudrait vraiment, en tout cas, mettre en place pour que vous puissiez avoir une bonne supervision de votre contrat et pour que vous puissiez, en tout cas, être sûr que, à la fin du travail, vous allez avoir ce qu'on appelle un travail qui est bien fait. Alors, toujours dans l'approvisionnement, en tout cas en équipement, vous avez aussi, comme on appelle ça, l'équipement qui peut provenir donc de fournisseurs locaux, comme ça peut être des fournisseurs internationaux, et tout dépend effectivement en fonction des finances et la disponibilité de l'équipement. Donc, ça veut dire que vous êtes appelé, en tout cas, si vous êtes dans le premier contrat ou c'est vous qui faites, sachez que vous pouvez avoir des fournisseurs, en tout cas, qui sont localement dans effectivement votre pays, mais sinon, en tout cas, pour la plupart du cas, il faut le faire de manière internationale. Vous devez en fait avoir à pouvoir gérer tout ce qui est en tout cas commissionnement, donc engager des fournisseurs locaux lorsque donc c'est possible pour les composants de l'équipement des systèmes, et puis pour une flexibilité aussi d'installation, et puis aussi pour essayer de réduire le coût. Donc l'idée effectivement c'est de faire travailler en tout cas des fournisseurs locaux autant que possible, mais si aussi ces fournisseurs locaux puissent, disons, vous garantir, disons, du matériel donc, de qualité. On vous recommande aussi de vous assurer que les fournisseurs d'équipement peuvent entretenir, les garantir et voir des certifications de qualité d'organismes reconnus. Donc, de toute façon, ça c'est extrêmement important parce que maintenant, les pays, je vous ai parlé du cas du Sénégal, exigent effectivement des certificats de conformité, exigent qu'en tout cas le matériel soit contrôlé. Donc, généralement, la législation même, en fait, vous oblige, si vous voulez effectivement installer des systèmes donc mini-grid qui souvent sont conditionnés à des subventions, des engagements donc, de développement qui sont dans vos pays, hein. Agent ASER pour nous, la Sénégal de l'éducation rurale, vous êtes obligé de respecter parce que tout simplement, une partie de votre budget vient effectivement de ces subventions et ces subventions-là passent par l'ASER et l'ASER forcément va vous édicter en tout cas des méthodes de faire où vous allez à devoir effectivement faire de la qualité. Donc, le choix
donc, de vos partenaires, aussi bien locaux qu'internationaux. C'est extrêmement important parce qu'il va falloir effectivement que vous soyez très clair avec nous sur justement ces garanties à avoir pour avoir des certifications de qualité au niveau d'organismes reconnus. Alors, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement un débit quantitatif, donc le BOT généralement, à partir du dimensionnement du système. Donc, vous donnez et vous faites des requêtes, vous faites des appels à projets, les gens répondent, puis ils vont vous faire un débit. Ceci passe par donc, des appels à projets ou des appels d'offres, où vous allez demander des débits, vous allez évaluer effectivement ces débits, vous allez attribuer et vous allez maintenant avoir un contrat. Et puis, une fois que c'est fait, vous allez accepter à ce que le développeur se mette en place. Donc, il y a toute une procédure en tout cas, qui est mise en place depuis effectivement la connaissance de votre solution technique jusqu'à effectivement l'acceptation de ce développeur qui va être sur un contrat EPC ou bien pour aller acheter donc des équipements séparément. Vous avez effectivement cette procédure qui est là, qui se met en place. Alors, généralement, tout ça, on ne le voit pas, en fait. Les avant-projets, généralement, on ne le voit pas. On ne voit pas toute cette contractualisation, mais il faut que vous vous rendez compte que quand on parle d'installation des systèmes d'énergie renouvelable, particulièrement ici des systèmes mini-grid, vous avez un peu tous ces éléments-là qui ne sont pas visibles, mais qui sont importantes, et c'est ça qui va être effectivement le gage. Vous voyez qu'effectivement, les panneaux qui sont installés sur le site, disons, un local technique qui est là, mais il faut savoir qu'en amont, il y a toutes ces étapes-là qui sont là et qui, en fait, sont les étapes importantes et préalables pour que vous puissiez gager, en tout cas, d'avoir d'abord des équipements de qualité sur le site, mais après, éprouver effectivement votre répondant technique à pouvoir effectivement utiliser aussi les compétences nécessaires pour avoir donc des installations dans les règles de l'art. Alors, pour continuer. Alors, maintenant, donc, une fois que ça s'est fait, il y a donc toute la partie transport et livraison. Donc, il faut embaucher des entreprises de logistique spécialisées pour organiser donc, le transport international des équipements et des développements. On a souvent des problèmes d'accessibilité du site, en particulier pour les saisons humides, doivent être pris en compte lors de la planification et de la livraison de l'équipement, surtout en tout cas dans des pays pour lesquels, en tout cas, vous avez effectivement des saisons de pluie qui sont parfois, disons, très prononcées, donc les pays qui sont en tout cas en Afrique, pas loin de l'équateur. Donc, c'est des éléments sur lesquels il va falloir faire attention. Les bonnes livraisons, la vérification et les contrôles de qualité aussi doivent être effectués à toutes les étapes du processus logique. Chaque contrôle doit être documenté donc, correctement. Ensuite, comme je dis, dans la planification, souvent, les matériels n'arrivent pas tout de suite et on les installe tout de suite. Il y a tout un élément lié à la partie stockage du matériel, parce que souvent ça arrive dans les grandes villes, votre mini-grid est à 400 km, donc il y a toute la partie transport, mais quand vous arrivez sur site, vous êtes en train de faire votre chantier, c'est pas encore prêt, on n'a pas encore installé parce qu'il y a beaucoup de préparations qui sont liées à ce site. Et donc la problématique de stockage, c'est une problématique qui est là, sur laquelle il faudrait effectivement réfléchir. Utiliser un lieu de stockage sécurisé à proximité du site. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont beaucoup. Il faudrait avoir des gens, quand on parle de sécurisation, que vous recrutez pour pouvoir surveiller. Un entrepôt central peut être envisagé lors de la construction de plusieurs mini-grids, comme ça. Vous allez avoir tous vos éléments là-bas. Vous mettez toute votre énergie pour sécuriser et après, de temps en temps, vous transportez pour aller, disons, dans les sites qui sont pas loin. Un inventaire de stockage aussi doit être tenu par le responsable du site pour qu'on puisse suivre en tout cas ce qui se passe, et ainsi de suite. L'installation de l'équipement aussi commence normalement immédiatement après la livraison afin de minimiser le temps et le coût de stockage. Ça, c'est effectivement ce qui est conseillé en disant qu'il faut faire vraiment de la bonne planification. Et c'est sorte que vous essayez de synchroniser effectivement toute la partie commande, transport et livraison de matériel et pouvoir effectivement les avoir au moment où vous devez être dans des étapes où c'est prêt, par exemple, pour installer le panneau, c'est prêt pour installer les onduleurs et autres. Cette synchronisation-là, si vous la faites, si vous parvenez effectivement à pouvoir, disons, aligner cela, ça veut dire que vous allez avoir donc un minimum de stockage et qu'il y ait de stockage, ça veut dire que vous allez un peu préserver de l'argent et préserver en tout cas tout ce travail-là qui est en fait un travail additionnel parce que tout simplement, je dois attendre un peu pour installer. Un volet aussi extrêmement important dans tout ce qu'on est en train de dire en livraison, c'est l'assurance.
Donc, comme on est en train de transporter d'un pays à un autre, comme on est en train d'avoir du matériel qui est stocké, ça veut dire qu'il faudrait que vous puissiez effectivement prendre vos, comment on appelle ça, de la sécurité. Et donc, il faut assurer donc que les marchandises pendant le transit, ça c'est important. La plupart des entreprises aussi de logistique proposent des tarifs qui incluent justement cette assurance. L'assurance peut être prolongée après donc l'installation du système. Donc, n'oubliez pas effectivement cet élément-là. Il ne faut pas le négliger parce que souvent, vous la négligez, mais on ne sait jamais. Il peut y arriver des moments où, en tout cas dans le transport maritime, il peut y avoir des problèmes. Quand vous arrivez au niveau du port, il peut y avoir des problèmes. Donc, toujours prenez effectivement les éléments nécessaires pour pouvoir, en tout cas, assurer. Vérifiez aussi à l'avance si ces droits de taxe, hein, ça c'est un peu lié, c'est un peu ce que je voulais dire. Alors, il faut savoir que quand vous arrivez effectivement, surtout pour le cas des matériels que vous importez, et souvent c'est des choses qui sont de la surprise pour certains entrepreneurs qui démarrent, parce que souvent ils n'ont pas une idée des informations liées à des pratiques de douane, les droits et les taxes. Souvent c'est des choses qui ne sont pas des métiers des techniciens, hein. Et si c'est la première fois que vous le faites, et si vous n'êtes pas aidé, il faudrait que vous puissiez effectivement prendre vos devants pour vérifier à l'avance si ces droits de taxes et de douane à l'importation sont applicables. Est-ce qu'il y a effectivement des subventions? Est-ce qu'il y a aussi des cas où, en tout cas, il y a des incitations? En tout cas, dans certains pays de l'espace CEDEAO, ou bien UEMOA, il y avait effectivement des incitations qui permettaient de pouvoir effectivement diminuer ces droits, surtout en tout cas pour les systèmes d'énergie renouvelable, les panneaux, les gens ne paient effectivement la douane, mais il y avait en fait juste des droits de taxe qu'il fallait payer. Soyez le maximum possible au courant de ce qui est en vigueur en termes de douane, de droits et de taxes. Ça vous permet souvent de gagner de l'argent et ça vous permet souvent aussi, quand vous devez effectivement faire vos propositions, vos débits, vous puissiez intégrer un peu ces éléments-là. Alors, les mini-réseaux peuvent bénéficier d'exonérations de droits et de taxes à l'importation, notamment pour les équipements solaires. Cependant, ces exonérations doivent généralement être obtenues avant que l'équipement ne passe à la douane. Ça aussi, c'est un autre élément. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que l'équipement arrive. Pour avoir justement ces exonérations, il faut les faire à l'avance. Donc, tout ça milite à ce que, justement, quand vous travaillez, vous avez des départements qui ne sont pas des départements techniques, mais sont des départements qui sont liés à les aspects logistiques, avec tout ce qui est transport, tout ça, il y a des gens effectivement qui le font. Ou bien vous contactez directement avec des personnes qui le font ou des entreprises qui le font. Ils vont vous donner en tout cas tous ces éléments-là. Il faut juste noter que d'un pays à l'autre, ça peut modifier, ça peut changer. Mais généralement, de plus en plus sur les mini-grids, vous avez effectivement dans les énergies renouvelables des exonérations qui sont là. Il faut les connaître, il faut les intégrer. Comme ça vous permettra de pouvoir bien adresser cette problématique de transport, d'approvisionnement des systèmes d'énergie renouvelable. OK, on va continuer. Alors, il faut que maintenant on fasse tout ce travail-là. Ça veut dire que nous avons à disposition maintenant nos équipements que nous avons effectivement commandé. On a suivi effectivement tout ce qu'il faut pour faire de l'approvisionnement. On a eu effectivement les meilleurs équipements par rapport à ce que nos résultats de dimensionnement m'ont donné. Nous avons effectivement des équipements qui sont stockés ou bien des équipements qui arrivent effectivement dans les sites. Maintenant, je dois passer effectivement à la partie qu'on appelle la partie installation. Alors, pour installer, il faut savoir qu'il faut d'abord préparer le terrain. Il faut préparer votre site. Généralement, quand on fait donc du mini-grid, c'est des villages où on n'a généralement pas de locaux techniques. Il faudrait donc vous commencer à pouvoir sécuriser là où vous allez faire. Donc, d'abord, c'est la clôture du chantier et la construction de bureaux parce que ça va vous prendre du temps. Il faut que les gens soient là, il faut que les gens, en fait, puissent être là, voir un peu faire ce travail. Et il faut aussi assurer la fourniture d'eau et d'électricité pour l'utilisation, parce que c'est comme si c'était une petite entreprise, c'est disons un quartier général technique en fait qu'il faut mettre en place. Il faut préparer aussi les voies d'accès nécessaires, par exemple les routes, c'est des villages très très éloignés. Si vous voulez que ça arrive, il faut des pistes, il faut des routes pour pouvoir effectivement acheminer, parce que vous allez avoir des panneaux solaires photovoltaïques, des onduleurs, parfois même des conteneurs qu'il faudrait donc mettre sur place pour pouvoir effectivement sécuriser tout ce qu'il faut.
Il y a des travaux de génie civil pour préparer le terrain à la construction, parce qu'il y en a des structures importantes, comme vous le voyez dans cette image-là. Vous voyez qu'il y a vraiment du génie civil. Établir des systèmes de sécurité, des caméras de surveillance, ou des agents de sécurité, tout ce qui est en tout cas lié à la sécurité, lié au système, aussi, il faudrait effectivement l'assurer parce que c'est extrêmement important. Une bonne planification de la logistique d'installation pour la durée de l'installation aussi est requise. Des mesures de sécurité environnementale. On est dans une entreprise, il y a des individus qui travaillent dessus, il y a en tout cas toutes les normes qui sont liées effectivement à la sécurité environnementale. Des réunions de lancement avec toutes les parties prenantes sur place, parce que comme vous avez dit, vous avez effectivement les autorités locales, vous avez effectivement le comité de pilotage du projet. Donc, avant toute chose, il faudrait que vous puissiez annoncer, que les gens sachent ce que vous avez fait, quel temps ça vous prend, comment vous devez travailler, et ainsi de suite. Et ça, c'est dans les réunions de lancement avec toutes les parties prenantes que nous fixons un peu tous ces indicateurs. Préparation des outils et des équipements d'installation aussi nécessaires. Ça, on est là, on est en plein pied dans la partie technique où effectivement tout ce qu'on a requis comme éléments pour pouvoir installer techniquement tous ces éléments-là, ces outils, il faut les préparer. Donc, c'est les activités de préparation environnementale, de post-installation, tout ça, ça va être envisagé à ce stade. Donc, c'est pour dire qu'en tout cas, toute la partie préparation du chantier vous permet effectivement de vous donner les conditions nécessaires et requises pour que dès que vous lancez effectivement votre installation, vous n'êtes pas arrêté, tout est là, tout est préparé, tout ça arrive, disons, du point de vue, en tout cas, surtout ces utilités que nous avons besoin en termes d'eau, de sécurité, d'électricité du moins, mais surtout aussi tout ce qui est voirie nécessaire pour qu'on puisse acheminer sur site un peu les éléments. Et enfin, donc, il faudrait en tout cas être très regardant parce que les individus qui travaillent sur ces chantiers, il y a une sécurité qu'il faut pour le matériel, et puis on aura fait donner un peu tous les éléments nécessaires. Alors, il y a aussi ce qu'il faut comprendre dans les installations, ce qu'on appelle des permis et des licences. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont suivies parce que nous avons effectivement un cadre juridique, un cadre effectivement dans le secteur de l'énergie, surtout quand vous parlez de l'électrification locale. Ce n'est pas des choses qui sont ouvertes. En fait. Donc, nous avons, en tout cas, dans chaque pays, toujours un code d'électricité. En tout cas, au Sénégal, hein, pour ceux qui connaissent, nous avons un nouveau code d'électricité qui régit en fait vraiment tout ce qui est électrification rurale. Hein. Il y a toutes les normes qui sont édictées et donc c'est là où vous allez trouver effectivement toutes les informations requises sur les notions de permis et de licence. Donc, ce sont des procédures d'autorisation et de droit de licence qui varient en fonction de l'emplacement, de la taille de l'usine. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faudrait avoir. Des permis sont exigés aussi au niveau national qu'au niveau local dans la plupart des pays. Et puis, nous avons aussi des permis et licences qui sont indiquées donc telles que dans la droite. D'abord, on a des contrats, par exemple, de bail foncier. Donc, c'est un accord pour acheter ou louer un espace foncier. Et donc, ça permet de tenir compte de la durée de vie de votre projet parce qu'il y a des gens qui viennent complètement louer donc, un espace. Donc, quand tu loues l'espace, donc, il y a tous ces éléments liés donc, à la durée. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faudrait vraiment faire attention, des terres. Ensuite, il y a tout ce qui est consentement à l'utilisation de ces terres. Hein. Donc, les autorités locales, par exemple, accordent des autorisations d'utilisation de terres pour une fonction spécifique. Nous avons aussi des feuilles de route, donc c'est des conventions d'emprise du réseau de distribution, c'est aussi important. Parce que quand on parle de mini-grid, il y a ce qu'on appelle cette place centrale, mais vous devez acheminer l'énergie, vous devez distribuer l'énergie dans des villages par rapport, disons, à des utilisations domestiques dans les maisons, mais aussi à travers des utilisations communautaires, tout ce qui est école, tout ce qui est lieu de culte, ainsi de suite. Et puis aussi, il y a de plus en plus maintenant ce qu'ils appellent en anglais production news, donc tout ce qui est activité génératrice de revenus. Donc, ça veut dire que vous allez en fait, disons, avoir des emprises. Il faudrait des conventions d'emprise pour que les réseaux puissent passer dans le village, pour que vous puissiez évidemment avoir l'utilisation de pouvoir effectivement faire passer vos câbles, mettre vos poteaux, ainsi de suite. Les permis de construire aussi, c'est important, certains pays existent un permis séparé pour les travaux de construction. Vous voyez que j'ai le droit de faire des mini-grids, j'installe des panneaux solaires photovoltaïques, mais ces panneaux sont des structures importantes, vous voyez. J'ai des câbles qu'à faire, disons, passer, donc on n'est plus sûr
que de l'énergie, mais on est sur effectivement tout type de travaux et on a des travaux de construction. Et ces travaux de construction, parfois en termes donc de législation, c'est des permis qui sont différents, des permis effectivement liés strictement à la mise en place donc, de structures portant au autres. Des permis d'environnement aussi, donc c'est des études d'impact environnementaux qui sont réalisés au stade de la faisabilité et sont utilisés pour obtenir des permis. Alors, ce qu'il faut comprendre en énergie renouvelable, quand on a ce type de projet, plus vous avancez dans la taille du projet, parce que nous avons effectivement trois façons de faire l'accès à l'énergie dans nos pays. Nous avons des systèmes stand-alone, qui sont des systèmes qu'on installe dans les maisons, des petits systèmes. Ça, on n'a pas besoin, par exemple, de permis d'environnement parce qu'il n'y a pas trop d'impact par rapport à l'environnement. Les panneaux sont mis sur les toits des maisons, donc on est sous des concessions. Donc, on n'a pas d'impact par rapport au milieu extérieur. Mais dès que vous commencez à appliquer, on est sur de la donc, il y a tout ce qui est lié avec une projet centrale solaire de grande capacité de mégas. Il est clair que l'étude d'impact environnemental qu'on demandera sur une centrale qui fait, disons, une empreinte de 10 hectares ou 15 hectares avec, disons, 20 mégas installés, ce n'est pas la même chose qu'un mini-grid. Mais toujours est-il qu'il faudrait vraiment voir la législation, ces études d'impact environnemental vous seront demandées et il faudrait effectivement voir dans quelle mesure vous le mettez dedans. Et puis la génération de licences. Donc, le développeur doit avoir une licence aussi avant la construction parce que vous allez produire de l'énergie et vous allez vendre de l'énergie. Et comme on le sait dans nos pays et dans nos titres, la vente de l'énergie est réglementée. La production d'énergie à l'échelle effectivement publique, à l'extérieur des maisons, c'est réglementé. Et donc, tout ça, il faudrait que vous puissiez générer la licence. Mais les codes de l'électricité, les décrets, en tout cas, qui réglementent tout ça, par exemple, pour rectification locale, sont très clairs dans chaque des pays, en tout cas, qui sont concernés. Il faut juste, en tout cas, aller chercher ces différents éléments liés à des aspects de permis et de licence. Donc, je peux vous dire que vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments, souvent qu'on ne fait pas attention, qui sont très importants, qui sont des éléments à la limite transparents pour le commun des mortels. Mais quand vous voyez un mini-grid pousser, sortir jusqu'à ce qu'on distribue l'énergie dans les communautés, ou bien dans les écoles ou dans les sites de production use, dites-vous quand même qu'il y a un certain nombre d'étapes, en tout cas dans la mise en œuvre, qui ont été respectées et c'est ce qu'on a essayé de vouloir effectivement rassembler ici pour donner un peu dans ce univers. Alors maintenant, je pense que si on peut maintenant peut-être revenir un peu sur la partie, disons, activité purement d'installation. Et c'est là où effectivement on a eu effectivement des contributions très intéressantes des ARES, en tout cas, sur lesquels nous avons effectivement des éléments beaucoup plus factuels qui peut être, disons, je dirais la partie, disons, technique ou la partie effectivement illustration de ces webinaires, c'est des activités d'installation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'installation comprend donc les trois activités suivantes. Le développeur donc doit le diriger, même s'il fait appel à un entrepreneur, il faut que le développeur soit là pour suivre. Alors, ces trois activités, c'est quoi? D'abord, il y a la planification et l'ordonnancement, qui est un peu un préalable à tout. Donc, il faut développer des calendriers d'installation que l'entrepreneur doit suivre. Parce qu'il ne s'agit pas de travailler à l'aveuglette, il ne s'agit pas de faire un pilotage à vue, mais il faudrait effectivement que ce soit donc un calendrier qui est mis en place et puis en augmentant les activités. Comme ça, on peut suivre effectivement l'installation faite par des entreprises qui a été sollicitée dans un contrat, par exemple. La mise à jour constante de ce calendrier aide aussi à gérer les attentes et les contrôles. Parce qu'il est clair qu'on peut faire, disons, de la comme il y a en fait un certain nombre d'aléas qui arrivent, il faudrait, comme dans la gestion de projet, mettre à jour régulièrement au fur et à mesure. Donc, en tout cas, le calendrier pour qu'on puisse mieux s'approprier et puis aider à gérer les attentes et le contrôle. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la gestion des interfaces, qui est aussi extrêmement importante. Donc, c'est la mise à disposition et la gestion de toutes les ressources nécessaires au site. Donc, ça, c'est extrêmement important. Tout ce qui doit effectivement être mobilisé. La supervision des travaux, aussi c'est important. Gérer les relations avec l'administration, la communauté, les fournisseurs de services et de matériel et aussi des parties prenantes. Donc, vous voyez que l'entreprise qui vient installer, il va passer tout son temps justement à gérer ces interfaces parce qu'il a
en contact dans le cadre, disons, de déploiement, de travailler avec tous ces types en écosystème, effectivement, sur lesquels il va pouvoir gérer un peu les attentes, regarder un peu les utilisations à faire. Donc, vous avez effectivement cette gestion des interfaces qui est importante. Et enfin, nous avons la gestion de la qualité. Il faut élaborer et mettre en œuvre un plan de test et de vérification. Ça veut dire quoi? Si vous installez à toutes les étapes, comme vous allez le voir dans ce qui est proposé par S, nous devons vérifier. Si je mets le système de production de par les panneaux comme c'est une installation qui doit être là pour 25 ans, sur lequel effectivement on a besoin d'avoir un critique OK, c'est une partenaire tierce, il faudrait que tout de suite en termes d'auto-évaluation, disons, comment on appelle ça, surveillance de qualité, moi-même je dois élaborer effectivement un plan de test et de vérification pour que, au fur et à mesure que j'avance, que je sois sûr que vraiment l'installation. Alors, n'oubliez pas aussi de poser des questions, comme l'a dit M. Ndiaye dans le chat, comme ça on va essayer de les récupérer et puis ça nous permettra de pouvoir effectivement collecter toutes les informations à la fin donc, disons, de ma présentation pour qu'on puisse effectivement interagir. Alors, je continue. Alors, ici, en tout cas, c'est, disons, des illustrations, hein. Là, on est vraiment dans une pratique au quotidien de ce qui, en fait, est une entreprise qui va faire, en tout cas, la conception, la pose donc, de système installé, en tout cas, en ministère, la conception, effectivement, du plan d'installation. Il est nécessaire donc d'avoir des outils de conception de plan. Comme je dis là, carrément, il faudrait avoir l'AutoCAD parce qu'il faut les dessiner carrément, prendre des implémentations, commencer à millimétrer, parce que là, on commence à parler de quantitatif, de traits techniques, de traits. Donc voilà, là, ça peut être donc vont vous permettre effectivement de pouvoir gérer et besoin d'installer des chercheurs, des réseaux de chercheurs, pouvoir les développer. C'est maintenant on se met, disons, ensemble, faire des plans, et ces plans-là vont ne pas des techniques en installation, on puisse, disons, mettre le temps à voir qui est validé. Alors, vous devez se faire possible afin donc que l'équipe de réalisation On n'entend plus rien. Oui, là, on ne l'entend plus là. Je pense que parce qu'il est, il est dans une zone un peu difficile là. Bon, il va essayer de se. Oui, je crois qu'elle est même plus là. Parce que là où il est, la connectivité n'est pas. je suis là. Vous m'entendez?
Oui, Oui, il y a c'est une chaotique, hein, coupure assez Oui, longue. il y a une ouais, coupure. C'est en fait ouais, le réseau, hein. C'est le réseau, comme l'a dit Oui, Babacar, c'est le réseau. Je vais encore partager mon écran. Je suis désolé, hein. Je vais encore partager mon écran. Hop, 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 hop. Ah, c'est bientôt fini. Comme ça, c'est le réseau. Je vais partager mon écran. Juste une minute. Mhm. Alors, on en était ici sur effectivement l'exemple. Excusez-moi. Alors, donc, c'était ça en fait, hein. J'étais là, en fait, je voulais montrer une image, un exemple effectivement de conception, hein, en fait, à partir donc avec Tech. Vous voyez ici, hein, donc là, avant même de pouvoir aller installer physiquement, vous avez effectivement ces plans de conception qui sont faits, hein, et ça, c'est pas de conception, merci encore à récent, étudiant, Gildas du moins. Donc voilà, ici, par exemple, c'est un cas de plan de pose, par exemple, pour des panneaux photovoltaïques. Et vous voyez, on a la conception qu'il faut, les inclinaisons, comment les panneaux sont faits, les supports. Tout est déjà là. On voit que ici, ça, c'est en fait, disons, le phronus qui va, et ainsi de suite. Donc, vous avez aussi un autre plan maintenant qui est plus à l'intérieur pour voir comment on va conceptionner effectivement les différents chemins de câbles pour avoir des onduleurs, par exemple ici off-grid, en bleu ici c'est des Victron certainement, les Kipro, et vous avez effectivement souvent aussi d'autres types d'onduleurs comme Fronis qui sont des onduleurs réseau. Donc c'est pour dire qu'il y a toute une conception qui est faite avec donc le local, la légende et tout, et comme ça, dès qu'on arrive sur le terrain, on a tout cela, et c'est ça maintenant qu'il faut installer en ayant déjà préparé un peu le chantier. Et vous voyez, donc généralement on a un local technique qui est sécurisé, dans lequel avec des matériels onduleurs, euh, les coffrets d'ici, les coffrets assis, les différents régulateurs qui vont réceptionner effectivement les panneaux qui arrivent. Et puis nous avons aussi toute la partie nécessaire en tout cas liée à des coffrets ici comme le GeoPex, le CERGOTX, le Vitron, et puis après toute la partie liée à la partie, disons, collecte d'informations, monitoring, parce que maintenant de plus en plus dans les cahiers de charges, quand vous installez des mini-grids, on vous demande effectivement de faire un système de mesure pour un peu l'accès à distance parce que le monitoring est extrêmement important. Voilà, donc toujours, en tout cas, les étapes nécessaires, c'est qu'on voyait tout le matériel nécessaire dans le magasin. Vous voyez, ça, c'est un peu, on revient un peu sur les éléments, mais ça, c'est un peu ce que donc, ARS a fait comme contribution. En tout cas, je les remercie, on les remercie au passage. Il faut vérifier sur la qualité technique et conçue en respectant les dimensions prévues parce qu'on amène à la dimension de tous les équipements. Vérifier sur les supports de pose de panneaux ont été bien réalisés avec des bonnes dimensions. Préparer effectivement l'équipe d'installation avec un superviseur, un chef. Là, on est en train de parler de l'organisation donc des équipes, des personnes, le nombre de personnes, qui est le chef, qui est en tout cas responsable de quoi que ce soit. Et puis après, on va mettre à disposition tous les outils nécessaires pour justement arriver à faire l'installation. Mettre à disposition aussi des plans de pause et des cahiers de charges. Prévoir et mettre à disposition un budget financier parce qu'on aura besoin effectivement de pouvoir acheter des choses sur place, ainsi de suite. S'assurer de l'état des équipements avant le déploiement par des tests. Donc ça, c'est le contrôle de qualité. Comme je vous ai dit, chez nous, en tout cas, on essaie d'échantillonner et d'avoir le maximum possible. Mais ça, il faudrait continuer toujours effectivement à le faire. Et ça, je pense que le webinaire qui va suivre, on parlera beaucoup de ça avec le professeur Ndiaye. Planifier le déploiement des équipements vers les guides d'installation, les panneaux solaires photovoltaïques vers leur support, de pose, les onduleurs et chargeurs, et les onduleurs, disons, off-grid, dans la salle technique, et puis ainsi que les batteries. Alors, dans la réalisation de l'installation, vous voyez, hein, c'est vraiment pas mal de choses qui sont faites pour faire une bonne exécution donc, du plan. Il faut faire du piquetage pour la mise en place de la structure propose sur le plan. Donc là, on est un peu carrément sur le génie civil. Il faut effectuer le cadrage du local technique en suivant donc le plan de pose. Il faut poser les onduleurs chargeurs, les contrôleurs de charge, les batteries dans le local technique tel que le plan en respectant au maximum des mesures. Donc, par exemple, vous voyez un peu sur le photovoltaïque, les photos, d'accord? Nous avons aussi tout ce qui pose des coffrets d'ici,
Donc, c'est des éléments de protection, tout ce qui est monitoring et de puissance de sécurité. Faire des différents nécessaires entre les batteries. Enfin, on est sur du 12, du 24 ou du 40 volts, donc pour le prendre. Et puis proposer et brancher les câbles d'ici, donc avec les jeux de barre, ce qui est contrôle donc de charge avec donc les solutions MPPT et les jeux de barre aussi en arrière. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont vraiment requis pour réaliser l'installation. C'est de dire qu'effectivement c'est de compétences. Il y a des techniciens et ça c'est un peu ce que développent encore les entreprises. Et donc vous voyez c'est important pour ceux qui sont là, en tout cas qui sont dans des écoles de formation. Vous voyez effectivement dans les entreprises. Et donc, de plus en plus, on vous suggère d'aller dans les stages parce qu'il y a pas mal de choses que vous apprenez à l'école, dans les centres de formation, mais on ne parachève, disons, sa formation, dans le cas de technicien et d'installateur, que quand on est dans une entreprise, si vous en faites 2 ou 3 ou 4. Vous voyez que toute la théorie que vous recevez dans les classes, ben, elle se matérialise. Donc, voilà, ça, c'est quand même ce qu'on appelle, disons, de la pratique réelle. Et donc, c'est pour dire que ben, ça, il faudrait le vivre, ça, il faut donc participer à des installations. Vous en faites 2 ou 3 ou 4, et puis ça vient. Donc, voilà un peu un certain nombre, disons, d'éléments. C'est pour éviter effectivement de les parcours un à un. Et tout ça nous permet de pouvoir effectivement aller jusqu'à vraiment faire une installation dans les règles de l'art, faire tout ce qui est pose, le branchement d'arrêt d'urgence, tout ce qui est réalisation de la terre aussi à la fin, et donc vraiment tirer et brancher les câbles, et puis aussi le groupe électrogène d'appoint. Si dans votre solution, que vous avez trouvé sur la dimension, au dimensionnement, vous avez un groupe à l'intérieur. Donc là, c'est des images effectivement ici juste illustratives, hein, qui vous montrent par exemple sur l'installation qui a été réalisée à Songhai dans le cadre du projet Léopard. Vous avez ici des panneaux, la structure portable, les panneaux comment on les met, les câbles ici, ici donc des onduleurs avec le régulateur. On a deux on a ici, on a 3, nous avons des batteries, disons, lithium. Donc voilà, ça c'est un peu illustré. Mais une fois maintenant que vous avez toute votre installation qui est faite, il y a aussi tout un élément Désolé pour ces coupures. Oui, espérons qu'il va nous revenir rapidement pour la. Oui, pour conclure. On est presque au bout, ouais. Bon. Alors, vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend. on est au bout là aussi, parce que là, comme le réseau part, oui, allez-y, on vous laisse terminer. Ouais, je vais faire rapidement parce que c'est le réseau. Hein. Ok. Oui, il faut conclure. Ouais, Il faut conclure. Parce qu'il faut se dire que maintenant. il Oui, faut- ouais, je conclue assez rapidement. Il reste juste un ou deux slides, d'accord? Donc, c'est juste que bah, il y a juste la configuration maintenant qui est là, hein, parce qu'on a des onduleurs qui on-grid, off-grid. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments aussi, hein, c'est toute une technologie, une formation sur effectivement la configuration. Donc, vous voyez ici, on configure tout ça, et puis on les installe, et ce qui permet de suivre effectivement la production d'énergie et avoir besoin de suivre à distance. Donc, c'est toujours comme ça, vous avez un système d'enregistrement de données, ça c'est vraiment du fond. Et là, vous voyez par exemple le système, comment on appelle ça, notre système qui est installé à Shanghai, nous avons en temps réel, tout de suite à chacun des partenaires, nous recevons sur Internet toute l'information et vous voyez, tout ça nous l'avons effectivement sur donc, le Victron. C'est un peu ce que j'appelle le VRM de Victron qui permet effectivement de suivre à distance ce contrôle et autres. Donc, c'est toujours un peu la même chose. Ça, c'est un peu sur la web Fronus, en fait, qui nous permet de pouvoir effectivement en temps réel
avoir la puissance instantanée, avoir le bilan d'énergie, un certain nombre d'éléments. Donc, c'est pour dire qu'il y a tout un ensemble d'outils qui sont développés, qui vous accompagnent. Et tout ça, il faut le réaliser. Ça ne fait pas toute une installation. C'est pour dire que l'installation, il ne faut pas le voir seulement sur les aspects physiques, mais à toute la partie monitoring, la partie programmation. Et encore une fois, pour ceux qui sont dans les écoles de formation, on voit que c'est des compétences qu'il faut aller chercher. C'est des compétences qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur de l'électropuissance. On est sur le traitement de tout ce qui est monitoring. Alors, bon, ça, c'est mise en service, c'est un peu la dernière partie. Une fois que vous faites tout ça, il y a ce qu'on appelle la mise en service qui, après toutes les étapes de vérification, le test de fonctionnement, il faut mettre en service le système pour vérifier son bon fonctionnement avec les charges nécessaires pour comprendre tout ça, donc les différents documents de mise en service. Dans le cas, par exemple, d'un pack de batterie, vous avez un peu tous ces tests-là qu'il faut mettre en place. Et puis aussi, il y a le système de distribution aussi qu'il faut installer, hein, donc qui répond à un certain nombre d'éléments. Hein. Il y a des installations souterraines, il y a des installations aériennes, tout ça aussi, il y a tout un certain nombre d'éléments. Ce dernier slide, hein, qui donne un peu intégrité de toutes les connexions, fournir les bonnes passerelles, assurer effectivement le site de votre vente. Pour le système de stockage, il faut vraiment s'assurer qu'il y a une bonne ventilation pour maintenir le fonctionnement optimal, les températures, assurer l'intégrité des connexions. Pour les diesels et les générateurs aussi, il faut prévoir une ventilation suffisante pour donc cet espace où on mettra donc le groupe électrogène. Et ensuite, il faut le sécuriser. Excusez-moi, il y a des petites erreurs. Alors ici, c'est pour, en fait, disons, la partie de distribution, pareil, respecter les masses minimales de dégagement pour les câbles, usinage effectivement de poteaux. Et puis pour l'utilisateur final, il faut maintenant s'assurer qu'il y ait effectivement tout ce qui est, en tout cas, équipement de qualité, les contours nécessaires pour mesurer, afin que le coût des installations et puis aussi les conseiller par rapport à l'utilisation. En tout cas, ce que je voulais présenter cet après-midi sur un peu cette partie mise en œuvre, hein, qui va seulement au-delà de l'installation technique, mais c'est pour un peu visualiser. Après le dimensionnement technique, il y a quand même plusieurs étapes depuis l'approvisionnement jusqu'à l'installation clé à main, mise en service. Donc, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels sont effectivement des éléments à respecter si vous voulez travailler, en tout cas, sur les mini-grids. Désolé encore pour ces coupures parce que je suis dans un endroit où il n'y a pas l'internet n'est pas très bien. Mais bon, je pense qu'on est arrivé, c'est l'essentiel. Voilà, Ahmed, je pense que tu peux comme Babacar, je ne sais pas qui d'entre vous est comment on appelle ça, maître de cérémonie aujourd'hui pour pouvoir en tout cas suivre les débats. Moi, je suis à l'écoute. Voilà. Ahmed, c'est bon, je peux y aller? Bien sûr, oui. Voilà, merci beaucoup donc, M. Kemé pour cette présentation. Malgré les difficultés, on s'en excuse parce que vous êtes dans une zone assez difficile. Alors, rapidement, on n'a pas beaucoup de questions. Alors, on a Manuel qui pose la question par rapport au fait que vous avez parlé de la délégation de la maintenance à une entreprise privée et il demandait s'il y a un exemple de contrat qui pourrait l'intéresser. Donc, il a donné son adresse email. Donc, lui, il demande, enfin, c'est pas une question, c'est sur le type de contrat qui l'intéresse par rapport à cette entreprise qui allait être, comment dire, avec laquelle il faut contracter. Ce qui n'est pas le cas ici, parce que c'est pas, il y a pas c'est la même entreprise qui a réalisé, qui est en charge de la maintenance en même temps. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez, chez Québec. Oui, on t'entend, oui, on t'entend très bien. Donc, je pense que c'est ça le cas ici. Bon, vraiment, on peut toujours échanger avec toi par rapport à cette question, mais dans ce cas-ci, pour le cas de ce qui a été installé comment dire, à Porto Novo, ce n'est pas le cas. Alors, il y a aussi, il y a aussi quelqu'un qui posait la question sur. Alors, bon, lui, il demande s'il y a une coupure à Dakar. Bon, il n'est pas à Dakar. Je pense que M. Kébé, vous n'êtes pas à Dakar, donc. Voilà. Non, ce n'est pas une question de coupure, c'est une question de qualité de réseau. C'est l'Internet surtout, voilà. Bon, Ouais. je pense. Voilà. Après, il y a Archie qui demande sur les appels d'offres. Souvent, les gens qui proposent le projet, ils oublient la partie route. Comment on gère cela? Pareil, s'il n'y a pas d'eau, voilà. Bon, je pense que c'est des questions d'ordre général.
qui sont pas spécifiquement au mini-réseau, qui sont inhérents à tout projet, toute infrastructure de ce type-là, et que donc la gestion de cette question-là variera d'un pays à un autre, d'un contexte à un autre. Voilà. Donc, je pense que ça, il n'y a pas de question, en tout cas, précise à ma connaissance. Peut-être que M. Kébé veut rebondir sur ça, mais je ne pense pas qu'il y a une question, une réponse précise sur cette question-là, puisque c'est une question assez ouverte, dépendant de la zone, du contexte, un certain nombre de choses. Mais effectivement, il a bien précisé, M. Kébé, que c'est toutes ces questions autour du préalable d'avant-projet sont importantes, y compris toutes ces questions-là. Donc, vous avez vu qu'il a passé beaucoup de temps là-dessus, parce que malheureusement, c'est là où ça pêche. Et quand ça pêche, malgré, même s'il y a de la qualité dans les équipements, tout est bien fait, mais après, c'est des problèmes qui risquent de rattraper le projet. Donc, voilà. Donc, je pense que si vous voulez rebondir, M. Kébé, ou bien si d'autres qui n'ont pas posé de questions veulent rebondir sur ce. Oui, oui, en fait, vous m'entendez? Oui, Oui, oui. Oui, oui, je pense que Babacar, monsieur le professeur Ndiaye, tu as bien répondu. Il faut juste qu'en fait comprendre une chose, c'est que généralement, quand on fait ce type de projet, pour des entreprises en tout cas qui répondent, on leur donne même la possibilité d'aller sur le site pour regarder. Et comme ça, ils vont en fait être au courant de tous les manquements. OK? Donc, ça, même ce qu'on appelle les visites de chantier, ils sont permis. Et donc, ça veut dire que vous, en tant que, disons, expert, qui sachez effectivement tout ce que vous devez faire, vous avez une idée effectivement de la distance, vous avez une idée effectivement de la praticabilité des routes, vous avez une idée de l'accès de l'eau ou autre. Donc, tout ça, c'est des choses après qu'on vous demandera de mettre en place dans ce qu'on appelle votre offre. Donc, c'est pour dire qu'en tout cas, c'est ouvert, on vous demande, disons, de candidater, et quand vous candidatez, c'est à vous, effectivement, de dépêcher des équipes techniques qui vont aller sur le. Mais généralement, c'est partout, en tout cas, où les gens installent des mini-grids électriques, c'est des villages qui existent, dans cette nombre de population. Et c'est vrai que ça peut être un peu excentré, mais les besoins de base sont déjà toujours là. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, il n'y a pas d'autres questions. Exceptionnellement, Après, on peut tu peux, prendre peut-être. disons, Oui. comme une entreprise qui va te chercher de l'eau. Vas-y, c'est bon, non, j'ai fini, tu Voilà, peux poser. donc je pense que j'ai plus de questions sur le chat, hein. Maintenant, exceptionnellement, s'il y en a une ou deux maximum qui veulent intervenir directement pour apporter des suggestions ou apporter des contributions, mais pas plus que deux parce qu'on est pris par le temps et comme il est dans une zone où le réseau peut partir à tout moment, voilà, s'il y en a, ils peuvent directement prendre la parole, sinon, voilà. Archie, vous voulez préciser votre question, votre préoccupation, Archie? oui, ok, merci. En fait, moi, je parle en connaissance de cause. Il y a eu un projet Mhm, où il devait avoir la construction d'un mini-grid. On a mhm. fait effectivement la visite de site et on s'est rendu compte assez rapidement qu'on traversait des chantiers pour arriver sur le site. Ok. Et c'était se dire, si on doit faire venir des camions, c'est parfois un peu compliqué. Donc, je veux dire, c'est des choses qu'il faut prendre en considération lors du chiffrage, parce que on peut chiffrer et puis oublier cette partie qui n'est pas négligeable. S'il faut faire un forage sur le site pour avoir de l'eau, Ouais. mettre une pompe solaire, etc. Je veux dire, c'est des aspects, des fois, lorsque il faut faire la mise en œuvre du mini-grid, enfin, euh, qu'il ne C'est faut ça. pas oublier dans le chiffrage, en fait, parce qu'on Effectivement. peut se retrouver à un moment donné un peu à court financier et puis ça devient complexe. Mhm. Voilà, c'était une petite C'est remarque clair. en réalité. Une Effectivement. Donc, c'est remarque. clair. Vous avez raison, c'est clair. Je pense que M. Kébé a beaucoup parlé vous voyez, de transport, de douanement, parce que tout ça, c'est des éléments. S'ils ne sont pas pris en compte par le promoteur, ça va les rattraper. Après, parce que la partie la plus difficile, ce n'est pas la pose, parce qu'une fois que les plans sont là, tout a été bien dimensionné, donc les gens savent faire. Mais le nœud de la guerre, ça reste quand même les moyens. Et donc, si c'est mal chiffré, ça rattrape forcément. Et c'est une des principales causes des projets mal réalisés, hein. Pas, des fois, ce n'est pas une question de manque de compétences, hein. Une bonne partie, il y en a des fois, mais la majeure partie, c'est des problèmes de moyens
qui les ont rattrapés et qu'ils ont essayé de compenser d'une autre manière. Et donc, forcément, ce qui va en pâtir, c'est les équipements, c'est la main-d'œuvre, voilà. Donc, effectivement, il a essayé tout ce qu'il a dit au début, c'était surtout pour dire, attention, n'oubliez aucun élément qui paraisse de la douane, enfin, les taxes, voilà, les factures d'accès, tout ça, par rapport à ces questions de chiffrage. Voilà, voilà, merci beaucoup, Archie. Voilà, donc, je pense Je qu'il y a... voulais faire une autre remarque parce que par rapport à ce que vous avez dit sur un autre projet qui avait eu lieu, c'est par rapport aux exonérations. Alors, personnellement, moi, je n'ai pas été touché, OK, mais il me semble qu'il y a eu un problème où justement, ils pensaient avoir des exonérations c'est parce ça. que c'était un projet un peu pilote, mais quand c'est arrivé en douane, comme ça n'avait pas eu une bonne communication interministérielle, il y a eu des soucis. Donc, je pense que des fois, quand on chiffre ce genre de projet, il faut toujours prévoir une petite marge d'imprévu qui est parfois non négligeable et qui peut s'avérer assez cruciale pour le budget C'est ça. du projet. Mais Donc, il faut c'était savoir une aussi autre remarque. faut savoir que l'imprévu dans un projet aussi n'est pas élastique, hein, parce qu'après, le projet est évalué, on ne peut pas mettre sur... On peut le prévoir. Ce qu'il faut surtout, c'est comme il l'a dit, hein, et que vous l'avez dit, c'est-à-dire prendre en compte tous les aspects. Se renseigner, parce que d'un pays à un autre, ça change. Sur les problèmes de taxation au Sénégal aujourd'hui, c'est autre chose. C'est-à-dire que même il y a des équipements qui sont exonérés de TVA, il faudrait que les certifs soient là. Sinon, il faut aller dans les centres de tests, amener un échantillon qui est testé pour qu'on... Voilà, c'est un peu... C'est pour ça que, effectivement, c'est les préalables qu'il ne faut pas négliger, qui peut prendre du temps, mais qu'on doit se donner pour bien évaluer le projet, se poser toutes les bonnes questions pour pouvoir réussir son projet. Voilà, effectivement, merci beaucoup encore, Archie, pour ces témoignages et ce partage d'expérience. Voilà, donc, Rachid, je vous remets la parole. Ahmed? Oui, 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 oui. Eh ben, merci beaucoup. Donc, je ferme le chat. Merci pour les participants. Je signale juste que l'enregistrement sera disponible dans quelques jours et vous sera envoyé si vous êtes inscrit, donc même ceux qui n'ont pas participé aujourd'hui. Et enfin, il y aura une dernière Ouais. Et qu'il y a un présentation. dernier webinaire, Ahmed, qui reste. Oui, il y a un Tu l'amènes dernier là, webinaire tu l'amènes là. qui reste, qui est le 29 mai. Donc, tous ceux qui ont participé avant seront contactés pour être informés, pour s'enregistrer, participer également à ce webinaire. Et n'hésitez pas encore une fois à contacter les personnes du webinaire, du projet pour échanger, pour partager des points de vue, des questions, des préoccupations. Voilà, merci beaucoup au professeur Kébé et donc à Babacar pour l'animation de cette séance. Et merci à tous les participants pour avoir échangé avec nous. Donc, s'il n'y a pas Merci. de remarques, Merci beaucoup, Ahmed. Je pense que c'est bon. En tout oui, cas, on vous dit à la prochaine et puis on mettra à disposition par, disons, notre partenaire l'enregistrement. Merci à tous. On se dit à très bientôt. à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Merci, Ahmed, à toi aussi. Merci. Merci. Prof, Yes. Québec, Oui. yo, ça va Hi, bien? Manuel, how are you? Oui, oui, Ça I'm va good. bien? And